À la fin du mois de juillet 1943, deux événements géants ont transformé le cours de la guerre. La chute de Mussolini et du régime fasciste en Italie après le débarquement de Sicile, la bataille de Koursk, gagnée par les chars russes sur les nouveaux Tigres et Panthères. À Stalingrad, les Russes se défendaient. À Koursk, ils étaient prêts à la contre-attaque avant l'offensive. Décidément, sur tous les fronts, l'initiative a changé de camp. Pour commenter les actualités américaines puis soviétiques, nous sommes avec Pierre Milsat, le spécialiste bien connu du fascisme, à qui on doit, avec Serge Bernstein, ce dictionnaire historique des fascismes et du nazisme. Tout de suite, je lui demande son diagnostic sur ce qui s'est passé en juillet 1943. Ce qui s'est passé en juillet 1943, c'est incontestablement un tournant de la guerre. Alors je sais bien que c'est un mot qu'on emploie souvent, il y a toujours des tournants importants dans la guerre, mais juillet 1943, c'est vraiment important à un double titre. D'abord sur le plan militaire, débarquement en Sicile, c'est l'ouverture du deuxième front, je crois que nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Après tout, les Russes la réclament depuis longtemps, et c'est la brèche ouverte dans la forteresse européenne. C'est considérable. Et puis surtout, c'est un grand événement politique et un grand événement symbolique, puisqu'en quelques semaines, l'un des deux géants de l'Axe s'effondre. On avait l'impression, en tout cas les Occidentaux avaient l'impression que l'Italie, c'était quand même un gros morceau à avaler, malgré ses défaites. Et puis, en quelques jours, en quelques semaines, voilà que ce régime apparaît comme complètement miné de l'intérieur et s'effondre. Et Mussolini, considéré longtemps comme le père d'Hitler, l'égal d'Hitler, disparaît de la scène politique. Peut-être pas pour très longtemps. Donc nous avons là incontestablement un événement d'une très grande importance. En quelques semaines, le deuxième front, la chute du fascisme. Eh bien, on va suivre ces événements à partir des actualités américaines et nous aurons à commenter pas mal de ces scènes qui portent précisément à la fois sur le débarquement et sur la chute du Duce. Warfare in the South Pacific. Yank and Aussie pilots are briefed for the heaviest single air blow to date against Jap bases in New Guinea. At 9 a.m., big B-24 Liberators and deadly B-25 Mitchells head for enemy strong points in the Mubo area. 65 bombers blast Japs on the main track to Salamoa, paving the way for Aussie jungle ground troops. 1,000-pounders drop through humid tropic air, and when they hit, fantastic fire rings burst skyward. Obscure town in India, the starting point of one of the most amazing convoys of the war. This is the supply route from Bengal through Tibet to China, a tortuous journey of 1,000 miles. Medical supplies and other precious essentials for China's war with the Jap are the cargo. The trip is so severe that the mules make only one trip annually. Then they are rested for an entire 12 months. Through the perpetual snow of the Himalayas and into an ancient trading center of Tibet. This mule pack is just one of the reasons why China, for 7 years, has been able to hold against the Jap. This is Lend-Lease the hard way. A new AEF arrives in India. Hints of a new campaign against Burma. More than 2 million Yanks are now overseas, and by the end of next year, it is predicted 4,750,000 will be abroad. First purchase, trinkets for gals back home. Then magazines are swapped by British units for American cigarettes.
Remember these? Yes, bananas. China's Generalissimo reviews the United Nations parade. The lady is not Madame Chong. She is Madame Kung, sister of China's First Lady. More than 10,000 persons in Chongqing participate in this expression of United Nations solidarity. These young Chinese typify the fanatical fervor of all China in her long war with the Jap. Biggest targets for applause are the portraits of 4 United Nations leaders. Then, looking ahead to victory, the Generalissimo takes the salute. First pictures of the Battle of Europe. In ports of newly won North Africa, an Allied fleet loads men and material. More than 2,000 ships, history's greatest armada, heading toward an island no bigger than Vermont to open the second front on Fortress Europe. Simultaneously, Canadians who had sailed from Great Britain study invasion points. And at 3 a.m. on invasion day, the southeastern beaches of Sicily are reached. Hardened for this battle by intensive training in England, these Canadians include veterans of bloody Dieppe, Hungary for revenge. The American invasion timetable clicks too. Thousands reach their appointed sectors. Fleet guns had blasted Lakata's shore installations. Now beachheads are established. And in Lakata, native civilians greet the invaders as liberators with a Viva Americans. Pierre Milza, ce débarquement en Sicile, ça n'a pas l'air de se passer trop mal. Ben, ça se passe pas trop mal, mais ça a été quand même soigneusement préparé. Et la campagne de Tunisie a précédé, c'est terminé, comme on le sait, par quand même une débandade de l'adversaire, et les Alliés ont mis plusieurs mois quand même à préparer ce débarquement. Moi, ce qui me paraît, dans les images qu'on a vues, caractéristique, dans ce qui a été dit, c'est d'abord l'ampleur du front. 160 km dégagés, occupés, de côte, occupés en quelques heures. Alors, bien sûr, parce que les Alliés avaient mis le paquet. Hein, ils étaient intervenus avec des forces importantes. Rien de comparable quand même avec le débarquement de Normandie l'année suivante. Mais incontestablement, ça se passe bien. Ça se passe bien aussi parce que les Allemands sont présents, mais c'est pas eux les seuls combattants. Il y a les divisions italiennes. Et les divisions italiennes, elles plient assez vite. Et elles plient assez vite pour des raisons qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce que ce ne sont pas de glorieux soldats. En Union soviétique, les Italiens ont fortement résisté. Mais parce que là, ils sont sur leur pays, ils ont l'impression qu'on est en train de libérer leur pays du fascisme, et en fin de compte, la volonté de résistance est assez faible du côté des divisions italiennes, ce qui explique d'ailleurs largement les événements politiques qui vont suivre. Et puis, les images nous ont montré que la population était dans l'ensemble plutôt favorable. Alors ça, je crois que c'est quand même une grande surprise. C'est une grande surprise pour les Occidentaux, pour les Alliés. Parce que, qu'est-ce qu'ils savent de l'Italie? Ils savent de l'Italie ce que les films de propagande leur ont dit, ce que la propagande mussolinienne a laissé passer. On a l'impression d'un pays qui est complètement mobilisé au service de l'acte, d'une population fanatisée depuis 20 ans. Après tout, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que le fascisme est au pouvoir. Or, dès les premiers engagements, dès les premières libérations des villages siciliens, qu'est-ce que l'on constate? C'est que la population, assez largement, un peu terrorisée peut-être au départ, hein, un peu traumatisée quand même par des événements qu'elle sait douloureux, qui vont être douloureux, on fraternise quand même assez largement avec ceux qui arrivent. Et ça, je crois que c'est une grande surprise pour les fascistes. Ça a été une grande surprise pour les Allemands. Et c'en était une aussi, je crois, pour les Alliés. Oui. Pour les Allemands, je ne sais pas si c'est une surprise, je ne crois pas. Pour les Alliés, sans doute. Et puis alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure, on a prétendu que le terrain avait été préparé en Sicile par la mafia. Je pense que ce petit problème mérite une discussion plus développée tout à l'heure. Je crois qu'on en dira un mot tout à l'heure. The first round is won. Now through minefields, the infantry picks its way inland. At Campobello again, grateful natives forget Il Duce.
In other roadsteads off Sicily, more American ships pour toward the target for invasion. Despite stormy weather and high-running seas, precision planning works. On every ship, strategy maps. And Americans learn their destination for the first time. American 7th Army Commander Lieutenant General George Patton, known to his men as Gorgeous George and Old Blood and Guts, with Vice Admiral Henry K. Hewitt. The order is, shatter Axis coastal batteries at Gela. After dawn landings of the first shock troops, wave after wave of landing craft surges ashore. Huge tank landing craft that sailed all the way from Britain and the U.S. Seasickness was the worst battle for many, but the men do get ashore with the heaviest of equipment. General Patton invades Sicily in person to direct fire against a Nazi tank counterattack, and fresh troops pour ashore. 100 miles of Sicily coast won the first day by Americans, Canadians, and the British 8th Army. Hand-to-hand combat, not shown in these first fragmentary films, won the beachheads. Fleet salvos and relentless air bombardment battered hangars, key Axis airfields, and installations. A Rex Stuka carries the Italian symbol of the fast seas as well as the Nazi swastika. Here, American Rangers captured Nazi equipment, and here fascist soldiers who believed what Hitler and Mussolini promised, that Fortress Europe was impregnable. Their guns are silent. Signs of Duce mocked the sawdust Caesar. The Italian fleet carefully avoided Il Duce's Mare Nostrum, and Allied naval guns shelled inland towns at will. Bombers paralyzed Sicily's nerve centers. And now the ever-present Jeep girdles Sicilian back alley stairs in search of snipers. In 10 days, 40,000 prisoners of the Axis force of 350,000 on their way to prison camp overseas. An American Spitfire comes in for refueling after combat over enemy airfields. And amphibious trucks, nicknamed ducks, at home on land and sea, act as mobile gas stations. Viva Americans! These are the liberated people of Sicily. The first stage of the Battle of Europe is over, as Allied forces capture Palermo to split Sicily in two. Europe's peoples know that an American armband means freedom from slavery. It's the end of the beginning for the Allies, the beginning of the end for the Axis. For the people of Europe, it's good to see the morning sunlight again. Each dawn brings Allied victory closer. Somewhere in Australia, American Jeep specialists put their iron steeds through their paces. These war wagons, which have already proven themselves on world battlefields, have some new tricks. Watch. Jeepers creepers, the boys okay. It's Eyes Right at Camp Lejeune, North Carolina, where Marine Corps women reservists step up to new jobs. Preliminary boot training is complete, and the girls change to uniforms for work, green dungarees. There's a job, a man's job, for every one of these lady leathernecks. Some of them who never spliced a wire in civilian life become expert electricians, and for others it's the workshop.
These women are only a scattered handful of the 19,000 that the Marine Corps wants this year. The story about Tilly the Toiler is no gag here. And sometimes up comes trouble. Oh, what are you now? Leg Day at Palisade Park, New Jersey, and a new twist. Pretty faces are hidden under pillowcases so they won't distract the judges. The leg's familiar, but we don't place that pillowcase. A soldier, sailor, Marine, and spar help judge the contest. It's all downhill from here. Russell Patterson matches Cinderella's gam against the perfect lower limb. Certain people are so excitable. And now the big moment. You're looking at the $1 million legs. And here's 1943's leg queen. Let's make summer official. In Detroit, Michigan, Vice President Henry Agard Wallace arrives at the state fairgrounds to speak for post-war equality. More than 20,000 workers fill the center grandstand. We seek a peace that is more than just a breathing space between the death of an old tyranny and the birth of a new one. We cannot fight to crush Nazi brutality abroad and condone race riots at home. Pierre Milza, vous avez remarqué avec quelle fermeté il condamne le racisme, mais vous avez remarqué aussi qu'à la tribune, il n'y avait pas un noir. Those who fan the fires of racial clashes for the purpose of making political capital here at home are taking the first step toward Nazism. The battle on the food front. Across America, wheat harvest begins. Food ranks #2 weapon in the Allied arsenal, but this year's wheat crop looks low. So next year, the greatest land area in this country's history will be cultivated. On western fields, the horse stages a comeback, and rigs like this 18-horse combine harvest and sack a bumper crop of the world's finest grain. The nation's wheat farmers harvest 54 million acres this year. Food for the United Nations and the liberated peoples of Europe. The first dictator is knocked out, and Italy, even under martial law, cheers Il Duce's fall. The little king, 73-year-old Victor Emmanuel, takes full command after 21 years as puppet emperor under Benito's fascist yoke. Named as premier is Marshal Pietro Badoglio, himself 71, and long Mussolini's archenemy. And Italians read peace rumors. In October 1922, American newspapers gave but little space to Mussolini's seizure of power. Rome was in a fever of delight over the new dictator. This was the convicted draft dodger, later an Italian corporal. In 1922, the daring warrior who marched on Rome. Mussolini promptly gave his shirt for Italy and for Mussolini's publicity. He toured the provinces, posing as the common man. He gave his shirt again in democratic gestures, even when the sledding got tough. And Benito adopted aviation. Il Duce was growing up. He had plans. In 1934, Mussolini was the big-time dictator. And from Berlin came Corporal Schicklgruber, an ambitious stooge. Pierre Milza, cette rétrospective américaine sur l'histoire du fascisme est un petit peu surprenante parce que d'abord les erreurs sont surabondantes. Hitler qui prend le pouvoir en 1931, la campagne de France qui vient après l'invasion de la Grèce. Enfin, pour les Américains, la Grèce, l'Italie, la France, tout ça, c'est bien loin. Hein. Mais cela étant dit, l'Europe, c'est loin. Cela étant dit,
Cela étant dit, ce qui me semble intéressant quand même dans cette séquence, c'est l'image. L'image produite par les actualités américaines. D'abord, l'image du Dutch. Alors, l'image du Dutch, à l'époque, elle est classique. C'est le stéréotype, c'est César d'opérette, César de carnaval, la baudruche, le guignol, enfin bref, tout ce qui peut incarner un personnage bouffon, un personnage ridicule. Alors, je crois quand même qu'il faut dire que, s'agissant des anglo-saxons, parce que l'image du César de carnaval en France, on l'a depuis longtemps, hein, c'est Paul Boncourt qui l'a dit le premier, mais chez les Britanniques et les Américains, c'est quand même tardif. Pas oublier quand même que Churchill, que Roosevelt, même dans un premier temps, était assez admiratif à l'égard du Dutch, à l'égard de Mussolini, parce qu'il avait été le barrage contre le bolchevisme. Évidemment, la guerre arrive et tout change. Mais je crois qu'il faut rappeler quand même ce caractère un petit peu tardif de l'image négative de Mussolini dans le discours anglo-saxon. Une chose qui m'a paru intéressante également dans les actualités américaines, c'est qu'on fait très nettement le partage entre les fascistes et les Italiens, entre Mussolini et les Italiens. Et ça, moi qui suis un spectateur assidu de votre émission, Marc Ferraud, ça m'a intéressé par rapport aux Anglais, qui eux, alors très systématiquement, produisent une image tout à fait exécrable et négative des Italiens. Hyène, chacal, enfin bon, mauvais soldat. Le bouffon, c'est l'Italien. Alors que chez les Américains, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'Italo-Américains, y compris parmi les GIs qui vont débarquer, on fait nettement la différence entre les uns et les autres, entre le Dutch, le bouffon et le peuple italien, qui s'apprête d'ailleurs à beaucoup souffrir dans cette guerre. D'ailleurs, il faut se rallier les Italiens, précisément d'abord parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis, et puis pour faciliter les choses. Et justement, en 1943, en ce moment, au moment où a eu le débarquement, on vient de faire un film de Lewis Milestone qui s'appelle A Walk in the Sun, une promenade au soleil, n'est-ce pas, qui évoque un débarquement en Italie, on ne dit pas où c'est, et où on dit aux GI, c'est vos frères que vous allez rencontrer, et on montre un débarquement fictif avec des Italiens qui viennent embrasser les Américains, un peu des scènes que l'on a plus ou moins vues dans ce reportage. 1935, war against Ethiopia. A shocked world saw Haile Selassie's primitive country, abandoned by the League of Nations, fight fiercely against Italy's fascisti. 1936, war practice in Spain. Mussolini sent at least 100,000 soldiers to fight for Franco, and once more expert fascist paraders looked bad in battle. Then Mussolini's greatest military error, the invasion of Albania and tiny Greece. And in Greece, Italian reverses came fast and often. The valiant Greeks were unafraid and unimpressed. Il Duce ran to Berlin and got Nazi help. Greece had shattered the Mussolini legend. Then Mussolini's cowardly blow at prostrate France. Il Duce restored his ego, touring safe fronts. But President Roosevelt gave historic analysis of the fascist blow. The hand that held the dagger has struck it into the back of its neighbor. Italy folded fast. Disaster and surrender in Ethiopia, Eritrea, Libya, Tripoli, and Tunisia. Then Pantelleria, and defeat rocked all Italy. Swiftly, Allied victory in Sicily. And greatest shock, bold daylight precision bombing of military targets in Rome itself. The war-weary Italians cried for peace. Dictator Mussolini is gone. 2 more madmen must go. The evil Jap has barely been touched. Adolf Hitler will fight long and hard. His fortress Europe is strong, despite Italy and jittery Romania, Hungary, and Bulgaria. The war must be won by fighting. Casablanca shaped the plan for victory. Let there be no peace until Italy, Japan, and Nazi Germany are bowed down in unconditional surrender. Pierre Milza, ces actualités américaines font qu'on se pose 2 questions. L'une d'abord un peu secondaire, mais quand même une énigme. Quel a été le rôle de la mafia dans le débarquement en Sicile, dont on a beaucoup parlé. Et puis deuxièmement, bien sûr, comment se sont passés les événements qui sont retracés ici, la chute du fascisme.
Alors la mafia. Alors, je pense que le rôle de la mafia a été relativement mineur. Ce qui me paraît important, c'est le pourquoi de la guerre que la mafia mène au fascisme. Et pour ça, il faut rappeler les événements des années 20, lorsque Mussolini a envoyé en Sicile le préfet Mori, le préfet de Fer, pour briser la mafia. C'est nouveau quand même dans l'histoire de l'Italie. Alors le préfet Mori s'est attaqué de front à la mafia. Il a arrêté pas mal de gens, il a arrêté pas mal de chefs. Toutefois, lorsqu'il a voulu aller au sommet, il s'est aperçu qu'il touchait en même temps des grands du parti qui étaient eux-mêmes liés à la mafia. Et à ce moment-là, il a été relevé de ses fonctions. Mais quand même, ça a laissé des traces dans les mémoires. Et pour la mafia, Mussolini, c'est l'ennemi à abattre. Il ne peut pas y avoir deux pouvoirs en Sicile, celui du Duce et puis le sien. Donc, tout naturellement, elle va répondre aux sollicitations des Alliés lorsque ceux-ci vont essayer de l'utiliser pour le débarquement en Sicile. Encore que ces sollicitations, je crois qu'on les a beaucoup exagérées. Ce qui s'est passé de fait, c'est que la mafia contrôlait le port de New York et elle a été très utile à la marine pour donner des indications sur les mouvements de navires et de sous-marins. Et à partir de là, la marine a pensé que peut-être elle pourrait négocier avec Luciano, qui était un des mafiosi les plus puissants des États-Unis, qui était en prison d'ailleurs, pour préparer quelque chose en Sicile. Et cette négociation a eu lieu. Mais de fait, elle n'a pas eu d'effet, en ce sens que Luciano et les mafieux d'Amérique ont bien donné quelques indications à la marine, mais les plans américains étaient prévus depuis longtemps, et là où il fallait débarquer à l'ouest de Palerme, ils le savaient, et pour d'autres raisons. Donc, sur le terrain, la mafia, finalement, n'a joué aucun rôle, sauf après le débarquement, lorsque certains Italiens embarqués précisément pour aider à la connexion ont greffé la mafia sicilienne sur la mafia américaine, et ensuite c'est cette mafia qui va devenir 2 fois puissante alors qu'elle n'a presque rien fait pour aider effectivement au débarquement. Ça laissera des traces après la guerre, puisque sous l'influence de quelques mafiosi, il y a des Siciliens qui demanderont le rattachement de l'île aux États-Unis. Au moins. Et alors en ce qui concerne le principal, c'est-à-dire la chute de Mussolini, là on ne nous présente que des images un peu superficielle, enfin un peu rapide. Voilà, bon, on nous présente la partie émergée. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce qui se passe dans les coulisses. D'abord, ce qui s'est passé avant juillet 1943, les négociations engagées par la cour, donc par le roi, par certains militaires, par certains dirigeants fascistes qui veulent que leur pays sorte de la guerre et élimine Mussolini, pour essayer d'obtenir des alliés, des aménagements, au cas où on renverrait Mussolini. Ce qui est surtout important, c'est le grand conseil du fascisme du 25 juillet 1943. Parce que ça ressemble un petit peu à une tragédie grecque. Ça donne une autre image de Mussolini. On a vu tout à l'heure le Mussolini bouffon, le César de Carnaval. En fait, de César, je pense plutôt au César qui seront au Sénat, si vous voulez, en sachant ce qui va lui arriver. Car Mussolini savait ce qui va lui arriver. Ce qui va lui arriver, c'est la présentation de l'ordre du jour Grandi, un texte qui a été préparé par l'un des plus grands personnages de l'État fasciste, Dino Grandi, appuyé par Ciano, par Bottaille et par quelques autres, qui va obtenir la majorité et qui exige en quelque sorte du Duce qui rende son tablier et qu'il s'en aille et qu'il cède la place. Alors, ce qui me paraît assez passionnant, c'est que Mussolini, étant averti de cela, eh bien, en gros, a laissé faire. Grandi et Ciano racontent dans les écrits postérieurs, enfin pour Ciano pas très postérieur puisqu'il a été exécuté, mais Grandi a vécu encore très longtemps dans leurs écrits, qu'au moment où ils ont présenté l'ordre du jour, ils se sont passés une grenade sous la table parce qu'ils pensaient à ce moment-là qu'ils allaient être arrêtés. Ben, ils n'ont pas été arrêtés. Mussolini a laissé faire, de même que Mussolini est allé le lendemain à l'audience royale se faire signifier par le petit roi Victor Emmanuel III, qui avait déjà c'est lui qui avait appelé Mussolini en 1922 son congé. Il demande de se retirer et on transmet les pouvoirs au maréchal Badoglio. Et puis Mussolini sort dans la cour du palais royal, et là il est arrêté, enlevé, emmené dans les îles, puis au Campo Imperator, où il sera ensuite libéré par les parachutistes de Scorzoni. C'est quand même assez saisissant de voir comment ce personnage est un peu un histrion depuis longtemps, va finalement se comporter là-dedans un peu comme le Pyrrhus de Racine. Il sait qu'il va à son destin et il accepte ce destin. Par la suite, il deviendra le jouet d'Hitler et il y aura des comptes à régler avec le gendre et avec quelques autres. Ça sera le procès de Vérone. Mais à ce moment-là, il va vers son destin, il accepte en quelque sorte cette destinée et il se retire. Oui. Et Hitler n'accepte pas ce destin. Il juge que Mussolini lui est resté fidèle, que leur alliance tient toujours, que les porcs, comme il dit, c'est-à-dire Grandi, le roi, l'héritier, etc., doivent être immédiatement évacués du panorama. Il ordonne à ses troupes d'occuper Rome et de liquider tout ça, mais ça ne se fait pas pour des raisons techniques multiples, et puis à cause du débarquement en Sicile. Et plus tard, comme vous l'avez dit,
il va le libérer et le réinstaller en Italie du Nord, où il créera un gouvernement, un nouveau gouvernement fasciste. Bien, on va voir maintenant les actualités russes, qui ne parlent pas du deuxième front, et qui ont l'air de, on va le voir au début, de vivre dans un monde de rêve, hors la guerre. Les Russes s'envolent. Comme ils gagnent des victoires, vous allez voir leurs actualités, c'est de la fiction, c'est romanesque. Il n'y a qu'une ou deux scènes où on voit des gens qui meurent, mais on se transplante dans une autre planète. Коротка и светла июльская ночь. Ночь перед боем. Только что был зачитан приказ о наступлении. Сигнал ракеты «Открыть огонь». Заговорила тяжелая артиллерия. Когда артиллеристы точными и меткими выстрелами накрыли немецкие укрепления и прижали врага к земле, вплотную за огневым валом двинулись штурмовые отряды нашей пехоты. Рано утром части начали переправу, сосредотачиваясь для атаки. Сигнал, приказ. Перенести огонь в глубину немецкой обороны. Огонь!
прорыв Орловского плацдарма вышли наши танки. Искусно маневрируя, танки с флангов охватывают мощные узлы сопротивления противника. Взяв инициативу в свои руки, тесня врага, наши войска успешно продвигаются вперед. Ломая яростное сопротивление немцев, наши части прорвались в глубину обороны противника. Фашистам не удалось удержаться и за броней. Прорвав линию обороны противника, наши части занимают населенные пункты. Немецкий пулеметчик пристроился на крыше. Сейчас он замолчит навсегда. Высоко в горах Кавказа раскинулось осетинское селение Верхние Роки. Здешним колхозом имени Берия уже 4 года руководит бывшая доярка Марта Плиева. Она депутат Верховного Совета Грузинской ССР. Марта Плиева вместе с колхозниками много сделали в дни войны. Их колхоз – один из передовых в Южной Осетии. В помощь районам, освобожденным от врага, колхоз выделил из своего стада 18 голов скота. Сдавая в фонд обороны шерсть,
кожу, продукты, колхозники неустанно заботятся о нуждах фронта. Американские летающие крепости над западным побережьем Италии. Они бомбят портовые сооружения Неаполя. Разрывы бомб видны в районе главного мола. Одновременно средние бомбардировщики «Митчелл» бомбят один из аэродромов противника на острове Сицилия. Хорошая видимость. Цель ясно видна с большой высоты. Киноаппарат зафиксировал прямые попадания в ангары, летно-посадочные дорожки и находившиеся на земле самолеты. В Венском гвардейском авиаполку зачитывается приказ Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина. Личный состав этого полка в числе других частей соединения генерал-полковника авиации Голованова отличился в боях по ликвидации немецкого плана летнего наступления. Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам руководимых вами войск за отличные боевые действия. Вечная слава героям, павшим на поле боя в борьбе за свободу и честь нашей Родины. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин. Pierre Mézard, il est très rare de voir des rassemblements d'aviateurs dans les activités soviétiques. Et si on les voit pour une fois, ici, lors de la bataille de Koursk et d'Oriol, c'est que désormais l'aviation soviétique est plus forte que la Luftwaffe. Et ça, c'est un deuxième tournant, un autre tournant dans la guerre. Les tanks, on l'a vu une fois, deux fois, trois fois. L'aviation, ça surprend tout le monde, en nombre comme en qualité. Désormais, l'aviation russe surclasse l'aviation allemande. Дым пожарищ стелится над израненной боями Орловской землей. Отсюда недавно отброшен враг. Начиная свое летнее наступление 1943 года, немцы бросили сюда, на узкий участок фронта, 38 пехотных, моторизованных и танковых дивизий. В ожесточенных схватках наши войска измотали, обескровили противника и, отбросив его, сами перешли в наступление. Орловский плацдарм превратился в огромное кладбище живой силы и боевой техники врага. Это сделали наши артиллеристы, летчики, минометчики и танкисты. За время боев с 5 по 23 июля противник понес огромные потери.
Немцы ведут сильный минометный огонь по высоте. Отражая частые вражеские атаки, бойцы взвода лейтенанта Игловикова стойко защищают высоту. Немцы снова сосредотачиваются для штурма. Убит пулеметчик. Лейтенант Игловиков сам взялся за пулемет. Враг наседает. Группа немцев прорвалась вперед. Пошли в ход гранаты. В неравном бою взвод лейтенанта Игловикова отстоял высоту. Отбив все вражеские атаки, защитники Безымянной уничтожили 30 немецких солдат и офицера. Генерал-майор Усачев лично поблагодарил и поздравил героев. Лейтенанта Хриткина, старшину Вершинина, красноармейца Будникова, сержанта Голкова, красноармейца Алафердиева и командира взвода лейтенанта Игловикова. Pierre Milza a une petite surprise à la fin de cette activité soviétique. Il devait y avoir un sujet où l'on voyait des Estoniens, des Lettons et des Lituaniens, les Baltes, fêter en Russie même le 3e anniversaire de leur rattachement à l'URSS. Et par quelle mésaventure, ces documents ne sont pas arrivés. Il y a autre chose aussi qui n'est pas dit, mais ça c'est peut-être plus normal, c'est que les Soviétiques ne disent pas combien ce débarquement en Italie les a contrariés. Ils font bonne figure, bien sûr, mais le vrai débarquement, c'est pas celui-là. Ils savent très bien que c'est pas en Sicile que se jouera la fin de la guerre. Alors ça n'est pas dit, ça ne le sera que plus tard, mais je vais vous demander à vous, qui connaissez l'Italie essentiellement, comment les Italiens ont-ils réagi, 1, au débarquement, 2, à la chute de Mussolini. D'abord, les deux événements sont très vite télescopés. Pour eux, ce qui a compté, c'est la chute, bien sûr la libération de la Sicile, mais la chute du fascisme. Alors, curieusement, on a l'impression qu'ils sont plutôt... ils sont très surpris, hein, parce qu'ils ne s'attendaient pas d'abord une campagne aussi rapide en Sicile, et surtout à un effondrement aussi soudain du régime mussolinien. Alors, les réactions sont variées, mais il n'y a pas de véritable réaction de violence à l'égard des fascistes. Ça viendra par la suite. Hein. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons, même comme film après coup sur cette question, ne nous montre pas des fascistes poursuivis partout, massacrés, etc. Pourquoi? Parce que la répression est loin d'avoir été ce qu'elle était en Allemagne, je veux dire même à bien des égards en France, et que ce qu'il y a eu de féroce dans le fascisme remonte à 20 ans, et qu'on l'a un peu oublié. Seulement,
si les Italiens se réjouissent, ils se réjouissent sans doute un petit peu trop tôt, parce que pour eux, c'est pas le commencement de la fin, c'est le commencement d'une longue et douloureuse période de libération, car il faudra 1 an et demi pour que l'Italie soit complètement libérée. Et puis en théorie, la guerre continue. La guerre continue, la guerre continue, la guerre continue en Italie, elle va continuer pendant 1 an et demi, et puis surtout, ils ont le pire devant eux, les bombardements de Rome, Cassino, la terrible guerre civile qui va opposer les Italiens entre eux. Et ça, ils ne le savent pas en 1943. Hein. Au moment où le régime s'écroule, on croit que c'est fini, que la guerre va se terminer. D'ailleurs, l'Italie va signer l'armistice quelques semaines plus tard. Mais effectivement, Hitler va mettre ses menaces à exécution, occuper Rome, bloquer les Alliés pendant longtemps. Et là, les Italiens n'ont pas fini d'en voir, parce que la guerre, elle est sur leur sol. Et des pays libérés, c'est un de ceux quand même qui ont le plus souffert de leur libération. Merci Pierre Milza de ce regard du dedans et du dehors sur l'Italie de cette époque. Je dis du dedans, puisque vous êtes un peu italien quand même. La semaine prochaine, nous verrons des actualités japonaises et américaines, et nous nous transporterons donc sans doute en partie dans le Pacifique.